Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre de Eldorado Immobilier. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer en 5 étapes comment ouvrir une conciergerie. Vous pouvez commencer, vous êtes libre de vous abonner à la chaîne, à la fois pour avoir les nouvelles notifications quand je publie une nouvelle vidéo qui sera intéressante pour vous. Toute la chaîne tourne autour de la location saisonnière. C'est votre centre d'intérêt, donc vous avez tout intérêt à avoir les dernières actualités et aussi vous seriez notifié quand je serai en live pour répondre à vos questions en direct. Ça me fera extrêmement plaisir de vous retrouver. Tout d'abord, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir une conciergerie? Il y a 5 étapes principales que je vais vous détailler tout au long de la vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Je vais aller de la plus simple à la plus cruciale. Qu'est-ce que c'est que pour moi ouvrir une conciergerie? Ça peut revêtir deux façons différentes. Tout d'abord en sous-location pour des propriétaires ou via une activité de conciergerie classique. Pour moi, ça revient à peu près à la même chose d'un point de vue final. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous poser la question des prestations que vous allez faire pour le compte des propriétaires. Ça peut aller de peu de choses à énormément de choses. D'une manière globale, classique, une conciergerie, qu'est-ce que ça fait? Ça gère quasiment tout à la place du propriétaire. Donc ça va de la mise en place de l'annonce sur les plateformes de réservation en ligne, que ce soit Airbnb ou Booking, mais aussi l'accueil et la sortie des locataires, le fait de faire le ménage, ça peut aller jusqu'à meubler les appartements, pourquoi pas, il n'y a pas vraiment de limite. Ce qui est important de vous poser aussi comme question, c'est jusqu'où vous allez aller pour pouvoir personnaliser votre accueil des locataires. Est-ce que le propriétaire continue à avoir un lien avec les locataires ? Ce qui peut être intéressant. J'ai vu ce mode de fonctionnement par exemple à Marrakech, ça fonctionne beaucoup comme ça. Il y a 90% des locations saisonnières qui sont gérées par des propriétaires qui habitent à l'étranger, que ce soit en France, en Australie, beaucoup. Et derrière, il y a un gestionnaire sur place qui accueille physiquement les locataires et qui prend le relais. À vous de voir où vous voulez fixer la limite et savoir une incidence sur toute la suite. Donc il faut que vous commenciez par vous poser ces questions-là. Qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous allez laisser en gestion aux propriétaires? Deuxième point qu'il faut absolument aborder, c'est quels sont les partenaires que vous allez avoir autour de vous. Un gestionnaire de propriété, une conciergerie, pour une location saisonnière de type Airbnb, il n'agit jamais seul. C'est-à-dire vous allez avoir des prestataires pour le ménage, des prestataires pour faire les réparations courantes, une fuite d'eau, un problème d'électricité, et aussi des prestataires pour l'ameublement. Quand vous allez devoir changer un oreiller, des draps de lit, des serviettes de bain, quand vous avez besoin de changer un meuble, vous allez vous constituer un réseau de partenaires. Et il faut que vous commenciez d'ores et déjà, quand vous avez le projet de lancer une conciergerie, de vous poser cette question: avec quel partenaire je vais travailler? D'une manière générale, il est plutôt conseillé de travailler avec des gens qui ont pignon sur rue, que vous paierez probablement un petit peu plus cher, mais dont vous avez l'assurance qu'ils sont réactifs et disponibles en cas de problème. Et ça, c'est vraiment fondamental pour une location saisonnière parce que les problèmes arrivent généralement en dehors des horaires de travail classiques. Donc ça peut être confortable pour vos prestataires d'avoir un fonds de roulement, de travailler pour vos appartements, mais l'inconvénient, c'est que ça peut se produire un samedi, un dimanche, un week-end ou tard le soir, et vous devez pouvoir trouver des prestataires qui sont réactifs par rapport à ça, des partenaires de confiance. Donc c'est vraiment un poste sur lequel il faut travailler parce que au bout d'un certain temps, ce qui fait la différence entre les différentes conciergeries, ce sont celles qui ont des bons prestataires et celles qui en ont des mauvais. Je vais vous donner une astuce, un point juridique extrêmement important à avoir en tête quand on parle de prestataire. Souvent, vous allez vouloir passer par des auto-entrepreneurs parce que vous n'avez pas le problème des charges sociales à gérer et ça se comprend tout à fait. Le souci avec les auto-entrepreneurs, c'est que vous devez vous assurer que vous n'êtes pas leur seul client. En fait, la jurisprudence vous indique qu'il faut qu'ils aient au moins 3 clients différents, sinon vous pourriez être considéré comme étant son employeur et devoir lui faire un contrat de travail en bonne et due forme, ce qui ne conviendra ni à cet auto-entrepreneur ni à vous. Donc vous devez être vigilant sur ce point. Ensuite, vous devez vous poser la question de la forme juridique que vous allez adopter. Alors toutes les formes juridiques sont possibles. Je pense que globalement, vous avez quand même l'obligation de passer par un statut d'entreprise. Quand je dis « je pense », c'est que ça serait possible de le faire en tant que micro-entrepreneur ou même en nom propre, mais vous allez vite vous heurter à des difficultés relationnelles, on va dire, avec la concurrence qui risquent de vous mettre en porte-à-faux. Pourquoi je dis ça? C'est que vous êtes
En tant que gestionnaire de propriété et conciergerie Airbnb, vous êtes à la croisée des chemins entre le fournisseur de services classique, où il n'y a pas de problème juridique particulier, et l'agent immobilier. Donc il est possible que vous puissiez être embêté à terme, donc vous devez avoir cette vision moyen-long terme pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Et donc vous devez vous mettre en capacité d'obtenir la carte professionnelle d'agent immobilier, en particulier la carte G pour gestion. Il y a plusieurs moyens de l'obtenir. Je ne vais pas les détailler ici, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais vous pouvez soit vous associer à quelqu'un qui a déjà une carte professionnelle, soit obtenir une équivalence qui vous permettra de l'obtenir. Autre point extrêmement important, l'étude de marché. Alors ça paraît une évidence comme ça, et je le mets en dernier, et je le mets parmi les points les plus vraiment fondamentaux et essentiels. Et pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs de conciergerie qui se lancent sans étude de marché. Alors oui, la location courte durée est possible de partout, oui, il y en a de partout, mais il n'y a pas forcément des gens qui ont envie de donner la gestion de leur appartement ou de leur maison à une conciergerie de partout. Ce que vous devez cibler, ce sont les sites où il y a une activité saisonnière forte, à la campagne ou à la mer par exemple, et des sites où les prestations de luxe sont relativement courantes. Alors évidemment, l'évidence, c'est de parler de la Côte d'Azur, mais il y a énormément d'endroits où c'est possible. Il y a énormément de villes où il y a différents niveaux de marché. On a le marché de base où c'est le petit propriétaire qui s'en occupe, et on a les appartements et les villas beaucoup plus luxueuses qui n'hésitent pas à le donner en gestion. Pour pouvoir faire cette étude de marché, vous êtes libre d'aller sur Eldorado Immobilier, vous tapez Eldorado Immobilier simulateur étude de marché Airbnb et vous allez pouvoir accéder au simulateur qui va vous donner les données ultra précises parce qu'elles sont basées sur le big data. Donc on a récupéré les données des différentes plateformes de réservation pour vous faire une étude de marché aux petits oignons et vous dire quel est le potentiel que vous avez pour vous lancer en tant que conciergerie. Donc si je reprends en résumé les points extrêmement importants pour vous lancer en conciergerie, il y en a 5. Premièrement, faire une étude de marché béton. Deuxièmement, quels sont les services que vous allez proposer aux propriétaires de ces différents appartements et villas. Quel est le mode de facturation que vous allez avoir? Est-ce que vous allez facturer à la commission ou est-ce que vous allez donner une prestation avec un rendement minimum, hein? Par exemple, est-ce que vous allez facturer 20% de chaque réservation ou est-ce que vous allez assurer au propriétaire d'avoir un revenu mensuel, disons de 500-600 € et derrière le reste est pour vous. C'est dans la négociation que vous devez avoir et c'est deux business models différents et vous devez vous poser la question. Vous devez aussi envisager quels sont les partenaires privilégiés que vous allez utiliser et comment vous allez créer des liens avec eux parce qu'ils sont extrêmement importants. Aussi, vous posez la question de la forme juridique et du niveau d'attestation professionnelle que vous devez avoir en tant qu'agent immobilier potentiel. Et enfin, faire une simulation très précise d'études de marché que je vous invite à aller voir sur Eldorado Immobilier. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très vite et je vous incite à voir la prochaine vidéo parce qu'elle va vous intéresser aussi également. Ciao, ciao!